Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture. J'ai pas mal lu depuis le confinement. Je vous rappelle que je me suis lancé un petit challenge auquel vous avez bien répondu sur Instagram notamment, puisque je vous propose de sortir vos grosses briques de vos pales, donc vos pavasses, vos pavés, en gros tous les bouquins qui font plus de 500 pages, et le but c'est de les dégommer le plus possible pendant ce confinement. Alors moi j'ai bien joué le jeu parce que pour l'instant tous les livres que j'ai lus font plus de 500 pages et je vais commencer avec le plus gros que j'ai lu dès le début du confinement et pas des moindres puisqu'il s'agit de Brasier Noir de Greg Iles et c'est aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir. C'est le début d'une trilogie en fait qui s'appelle la trilogie du Mississippi et qui met en scène Penn Cage, si je me rappelle bien, oui c'est ça, Penn Cage. Qui est le maire en fait d'une petite ville dans le Mississippi qui s'appelle Natchez. Alors, c'est de la pavasse, comme vous pouvez le voir, du grand format qui fait presque 1050 pages. Voilà, il a fallu une petite dizaine de jours quand même pour me le bouffer, mais alors c'était vraiment très très bien et d'ores et déjà, je peux vous le recommander. De quoi ça parle? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on suit Penn Cage qui est maire de Natchez dans le Mississippi. Et en fait, le père de Penn est médecin. Et voilà que ce père, alors qu'il a un certain âge, qui est médecin bientôt à la retraite, qui est vraiment vénéré par toute la communauté, que ce soit la communauté noire ou la communauté blanche, il rend beaucoup de services. Voilà qu'on l'accuse d'avoir tué son ancienne secrétaire noire, qui s'appelait Viola, en fait. Alors au départ, Penn pense que son père en fait a juste mis fin au jour de Viola, l'a euthanasiée parce qu'elle était atteinte d'un cancer dernier stade et d'un commun accord avec Viola bien sûr, il lui aurait injecté un produit pour qu'elle ne souffre plus. Sauf qu'en fait on se rend compte qu'il y a une vidéo qui a été tournée et qu'il ne s'agit pas du tout d'une euthanasie, d'un médecin compatissant envers sa patiente, mais il s'agit bien d'un meurtre. Et le problème c'est que le père de Penn ne veut absolument pas dire ce qui s'est passé cette nuit-là lorsqu'il a rendu visite à Viola. Donc il va être inculpé, je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas il va être soupçonné de meurtre. Il va passer devant un tribunal où on va lui dire qu'il est en espèce de liberté conditionnelle. En gros jusqu'au jugement il n'a pas le droit de sortir de chez lui. Donc ça c'est une des premières intrigues. S'implique là-dedans, alors plutôt au début du tome. On revient dans les années 60, ouais c'est ça, c'est les années 60 je crois, et en fait on va suivre Viola, donc si vous avez suivi la secrétaire du père qui est médecin, lorsqu'elle était jeune. Donc c'est une noire qui est infirmière, qui s'entend très bien avec donc le père, elle est déjà secrétaire donc, du père de Penn à cette époque-là. Elle a un frère, et ce frère il va forcément à l'époque c'est les années 60, c'est tout ce qui est ségrégation raciale, etc. Donc ce frère lui, il va se révolter contre ce que font les blancs, parce qu'on est vraiment dans l'Amérique profonde. Et il va se faire choper en fait par des blancs, et on sait pas ce qu'il devient. Il se fait choper avec un copain, on sait pas ce qu'il devient. En tout cas nous on sait qu'il a été tué, mais on n'a jamais retrouvé les corps. Et on va faire une espèce de passé-présent avec, dans les années 60, ce qui s'est passé, puisqu'il y a le Ku Klux Klan, je pense que tout le monde connaît ce que c'est, donc c'est une branche raciste, suprémaciste blanche aux États-Unis, qui ont fait des chasses aux noirs, en fait, qui attrapaient les noirs pour des motifs vraiment futiles, et qui les tuaient comme ça, et ils n'étaient jamais poursuivis. Et il y a une branche du Ku Klux Klan qui se crée dans ce livre. Ils se font appeler les aigles bicéphales, et eux ils trouvent en gros que le Ku Klux Klan ça va pas assez loin, et eux en fait ils font leur propre loi, donc ils s'amusent à attraper des noirs, à les crucifier, à les jeter dans les marais, aux crocodiles, etc. Donc on va avoir cette partie dans le passé qui est hyper intéressante, vraiment sur la ségrégation raciale, sur ce qu'ont subi les noirs à cette époque-là aux États-Unis. Ça c'est vraiment hyper intéressant avec cette branche dissidente du Ku Klux Klan qui s'est appelée les aigles bicéphales. C'était passionnant. Et on a le retour dans les années, alors ça se passe dans les années 2010, avec l'intrigue de Penn Cage et de son père, puisqu'en fait on se rend compte qu'il va y avoir des ramifications, bien sûr, pourquoi Viola a été tuée en fait finalement. Et puis parallèlement il y a aussi un journaliste qui s'appelle Henry Sexton et qui lui a déterré tous ces dossiers de noirs qui ont été assassinés et dont on n'a jamais retrouvé les corps.
Donc tout ça, ça va s'abriquer les uns dans les autres. Ça, en fait, l'intrigue, elle se joue sur 2 ou 3 jours. Voilà, 2 ou 3 jours pour 1500 pages. 1050 pages, pardon. Et on voit pas les chapitres défiler, ça va à 100 à l'heure. Alors, ça va tellement même à 100 à l'heure que parfois on se dit, oh là là, il faut ralentir un peu. C'est même tellement haletant qu'on... Parfois on n'a pas le temps de prendre un peu sa respiration entre 2 chapitres. Mais lisez-le, voilà, j'ai les 2 autres tomes qui m'attendent dans ma palle, qui sont presque aussi gros. Il y en a un qui fait 900 pages, l'autre qui en fait 800, bref, c'est une trilogie énormissime et je vous le conseille à 1000%. Alors le seul bémol, c'est que dans le lit, quand vous avez ça, ça pèse un âne mort, ça pèse au moins 2 kilos, c'est compliqué. Donc si vous pouvez le lire sur ebook, c'est pas plus mal. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment un super thriller sur fond de ségrégationnisme. Je vous le recommande à 1000%. Allez-y, foncez. Alors après cette superbe lecture, j'ai enchaîné... Alors ouais, je voulais pas me relancer dans un thriller, je voulais quelque chose de qui fasse pas thriller. Bon, vous allez voir, j'ai un peu raté mon coup. En fait, on est dans du roman rural noir, un peu qui glisse un peu vers le polar. Donc j'ai lu Braves gens du Purgatoire de Pierre Pelot et moi j'ai l'édition Pocket. Voilà. Alors ce bouquin, j'en ai jamais entendu parler. En fait, je me suis baladée un jour en librairie et j'ai flashé sur la couverture, j'ai flashé sur la 4e de couverture et je me suis lancée. Alors, avant de vous dire quoi que ce soit sur ce bouquin, sachez que l'écriture de Pierre Pelot, en tout cas dans ce livre, parce que moi je n'ai jamais lu cet auteur, est, je dirais pas inabordable, mais elle est quand même compliquée. Donc si vous avez du mal avec les romans dans lequel l'écrivain fait des phrases de 3 km de long, où on est un peu perdu, où il commence quelque part, il y a un milieu, mais la fin ne correspond pas au début, on est un peu perdu, passez votre chemin. Voilà, c'est mon seul bémol pour ce bouquin, c'est que j'ai trouvé qu'au niveau écriture, c'est quand même... faut y aller, quoi, faut un peu s'accrocher, c'est compliqué. Après, il y a aussi un problème au niveau de la narration, c'est voulu par l'auteur bien sûr, mais il y a beaucoup d'ellipses narratives, il y a beaucoup de sauts dans le temps ou de retours en arrière et sans prévenir. Donc de temps en temps on est à fond dans l'intrigue et tout d'un coup il nous parle d'un autre truc qui s'est passé il y a 60 ans et le temps que ça monte au cerveau, voilà, c'est un peu compliqué. Ça c'est vraiment le côté difficile de l'œuvre. Ensuite l'intrigue elle est géniale, tout simplement. On est dans un petit village qui s'appelle le Purgatoire, donc tout un poème. C'est dans les Vosges, un petit village qui est paumé entre les montagnes, entouré par la forêt. On est plutôt fin de l'hiver, je crois. Et en fait, on va retrouver le corps de Maxime et de Anne-Lisa, qui sont les grands-parents de l'héroïne qui va s'appeler Lorena, donc ils sont très vieux. En fait, on conclut que Maxime a tué sa femme d'un coup de fusil et qu'après il s'est pendu. Je vous gâche rien, c'est vraiment au tout début. Et puis en fait, personne n'y croit. Personne ne pense que Maxime a tué sa femme et a pu se pendre. Tout le monde dans la famille et tous les villageois sont vraiment dubitatifs. Et très rapidement, et ça c'est pareil, nous on le sait, c'est dans les premiers chapitres, en fait on s'aperçoit que c'est un coup monté. 2 hommes sont entrés dans la maison, ont tué Anne-Lisa et ensuite ont pendu Maxime pour faire croire donc à un meurtre et à un suicide. Et puis, alors Lorena qui part sur le fait que son grand-père s'est suicidé après avoir tué sa femme, au début elle croit à cette thèse et puis en fait tous les villageois disent mais c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Donc elle va mener son enquête et elle a un oncle qu'elle appelle son oncle, qui s'appelle Simon, mais qui est pas vraiment son oncle, c'est important. Elle va aller le voir, il est surnommé l'écrivain en fait par les villageois parce qu'il s'est retiré dans une cabane, il écrit, il a publié des livres, il est assez connu. Et elle va lui demander de lui révéler des choses sur sa propre famille. Et il en sait des choses, Simon, non seulement sur la famille de Lorena, sur ses grands-parents, mais il en sait aussi des choses sur les villageois. Et à partir de là, on est dans une intrigue à la fois familiale, secret de famille, et une intrigue à la fois de village, parce que chacun dans le village a quelque chose à se reprocher. Et ça remonte à loin. C'était, au-delà de l'écriture compliquée, c'est vraiment beau à lire parce que Pierre Pelot c'est quelqu'un, je pense, qui est l'alter ego de Simon dans le bouquin, qui est retiré dans ses montagnes, qui vit en solitaire, en ermite, en tout cas c'est comme ça que j'imagine.
C'est un vrai poète avec les mots, c'est un vrai poète avec la langue et il nous construit une intrigue de fou, une intrigue de dingue. Donc on est vraiment dans un polar rural noir. Ça fait penser un peu à Frank Buis si vous en avez lu, bien que ce soit un peu plus profond que Frank Buis je pense. Et il y a même des choses, j'ai pas encore tout saisi, voilà, j'y repense encore à l'intrigue, il y a plein de non-dits, il y a des petites phrases comme ça qui sont laissées en suspens, où c'est à nous en fait un peu de deviner ce qui s'est véritablement passé dans la famille de Lorena et dans ce village. Voilà, je vous le conseille, c'était une très très bonne lecture, bien sûr si vous n'avez pas peur de vous heurter à cette prose quand même assez compliquée. Donc Pierre Pelot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Je vous les donne un peu dans... Ah oui, alors ensuite j'ai fait une lecture commune avec GG Bookin sur Instagram, donc Géraldine. On s'est lu La Soif de John Esbo, c'est aux éditions Folio. Alors c'est la 11e aventure de Harry Hole, l'inspecteur Harry Hole, qui est un inspecteur qui vit à Oslo, qui habite à Oslo, donc on est en Norvège. Vous n'avez pas besoin du tout de lire les 10 premiers pour vous lire celui-ci. Bon, si vous savez, c'est à chaque fois le même inspecteur, mais... à chaque fois une enquête différente, donc il n'y a pas de souci, on comprend tout. Alors j'étais un peu dubitative au départ, parce qu'on part sur un meurtrier qui se sert de l'application Tinder, en fait. Donc Tinder, c'est en gros, d'après ce que j'ai compris, vous avez votre application, quelqu'un là aussi, et vous faites ça match ou ça matche pas, et après vous vous rencontrez. Donc en fait, il fait des rencontres de filles dans des bars, et ensuite il s'introduit chez les filles et il les tue d'une manière un peu bizarre. C'est pour ça que j'étais dubitative au départ, puisqu'il se met un dentier en fer et en fait il est mort à la manière d'un vampire et il se délecte de leur sang. Donc ça partait là-dedans, ouais, je trouvais que c'était un peu bizarre la manière de faire du meurtrier, voilà. Et puis en fait, faut dire aussi qu'au début Harry Hole n'est pas du tout là, puisqu'il est à la retraite, c'est un flic qui est à la retraite, il donne des cours à l'université et il faut attendre 100 pages en fait pour le voir, le bonhomme. Donc au début j'étais un peu dubitative, pas que je m'ennuyais, mais bon, j'étais pas plus emballée que ça. Et en fait à partir du moment où le personnage d'Harry Hole arrive dans l'intrigue, et bah ça décolle vraiment et ça devient super intéressant parce que c'est un personnage charismatique, incroyable. Alors oui, il est bourré de clichés, c'est le vieil alcoolo, alors repenti, qui vit avec sa femme dont il est éperdument amoureux mais qui est un peu ermite en même temps. Voilà, il y a plein de clichés autour de ce personnage, mais alors ça marche du tonnerre. Les dialogues sont savoureux, lui il est plein d'ironie mordante, de sarcasme, l'intrigue on se laisse vraiment prendre, les personnages secondaires sont bien brossés je trouve, il n'y en a pas un seul qui est en dessous des autres. Le tordu là, vampire, il est bien tordu, il fiche un peu la trouille. Et puis, ouais, ça va à 100 à l'heure. C'est haletant, c'est vraiment bien. On est dans une ambiance brumeuse, pluvieuse, neigeuse à Oslo, donc faut s'imaginer ça, la Norvège, voilà, Oslo qui est une ville, qui est la capitale, mais qui est pas si grande que ça finalement, avec les ruelles. Ouais, c'était vraiment bien au final. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce bouquin? Bah ça m'a plu, parce qu'il fait quand même plus de 700 pages, et on se l'est bouffé en fait avec Géraldine, ça s'est vraiment hyper bien passé, et surtout ouais, la fin elle est à rebondissement, et je m'attendais pas du tout à ça. J'étais, ouais, en fait je soupçonnais à un moment donné plein de personnages, et j'étais à côté tout le long, voilà. Donc, au niveau inspecteur, je suis complètement nulle, parce que j'ai pas du tout identifier qui pouvait être l'auteur des meurtres, parce que c'est un petit peu complexe. Je vous le conseille, c'était vraiment très 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 bien comme enquête. Donc, je suis vraiment dans le policier, vous avez vu. J'ai enchaîné, alors là j'ai fait une coupure thriller, une coupure polar, une coupure roman policier, puisque j'ai décidé de me lire un petit fantasy, ça m'a fait du bien. Donc j'ai lu Moitié d'âme, donc en fait c'est la saga chronique des 5 trônes, et c'est le premier tome, j'y arrivé, qui s'intitule Moitié d'âme. C'est par Anselme Hochkorn et c'est chez Gulfstream, avec une couverture, un livre qui est vraiment un travail éditorial qui a tombé. Alors, c'est un premier tome. Donc qui dit premier tome dit introduction. On est dans de la fantasy young adult, mais moi je trouve que la plume de Anselme Hochkorn n'a rien
d'une plume young adult, il écrit divinement bien. J'avais déjà lu des bouquins de lui et il possède vraiment une plume, une écriture caractéristique et moi j'aime beaucoup la manière dont il écrit, donc c'est pas du tout une écriture simpliste. On va suivre deux personnages, on va suivre, alors c'est un univers médiéval, de fantasy. On va suivre Liutgard qui est mage et Roland qui est mage. Ils sont en couple parce qu'en fait pour faire de la magie, on peut pas faire de la magie tout seul, il faut être en couple pour faire de la magie, en tout cas il faut être deux, sinon ça ne fonctionne pas. Et en fait ils font partie d'une caravane, donc chacun a sa roulotte, et en fait ils vont de ville en ville. Alors dans cette caravane il y a un forgeron, il y a deux femmes qui sont en couple qui sont chasseresses, il y a deux autres mages, Reynard et Pyrrhine, et il y a un érudit qui s'appelle Cerno. Voilà, donc ils sont une petite caravane, ils vont de ville en ville, alors ils vendent des objets qui sont magiques, ils vivent de cueillette, ils vivent de chasse, voilà. Et puis en fait, il se passe un truc, c'est que Roland, en fait, n'a pas tout dit sur sa véritable personnalité, il a fait un pacte avec une fée, donc une fae, mais ça s'écrit fae mais c'est les fées, donc le petit peuple. Et en fait, on apprend dans ce bouquin que les hommes et les fées se sont livrés une guerre et que les fées en fait ont perdu la guerre contre les hommes et contre les mages. Elles sont toutes mortes, on les a toutes exterminées. Il en resterait une qui aurait envoûté ou qui aurait conclu un pacte avec Roland. Et donc elle ne cesse de vouloir récupérer Roland parce qu'elle en est, on ne sait pas trop, tombée amoureuse, c'est un peu flou. Voilà. Et quand Liutgard va apprendre ça, eh ben, elle va tout faire pour essayer de récupérer Roland. Pour essayer de le sauver en fait. Parce que les fées, en fait, c'est pas la fée Clochette. Ce sont des fées malfaisantes, des fées qui veulent du mal aux humains, des fées qui veulent reconquérir l'univers, qui veulent reconquérir le monde. Donc on n'est pas du tout dans de la fantaisie jolie. Hein. C'est très sombre, c'est assez noir, c'est très drôle aussi parce que moi je trouve que les dialogues sont coupés au cordeau, qu'il y a des répliques, il y a de la répartie, il y a de l'ironie, il y a du sarcasme et ça moi j'adore. On voit qu'il s'est amusé l'auteur en jouant avec les mots. L'intrigue elle est vraiment pas mal même s'il y a des zones d'ombre et parfois je trouve qu'il va un peu vite il va un peu vite en besogne au niveau de l'intrigue. Moi je pense que 200 pages ça n'aurait pas gêné. Parce qu'il y a parfois il y a des ellipses temporelles et on se demande ce qui s'est passé, on n'a pas vraiment d'explication. Il faut savoir aussi que c'est un premier tome, donc il pose les bases de certaines choses, de son univers qui est riche, qui est complexe. C'était quand même une lecture hyper intéressante, je l'ai lu je l'ai bouffé, je l'ai lu en 3 jours. Je vous le conseille, donc young adult, mais pas seulement, puisque moi d'habitude je suis pas trop young adult, j'aime pas trop les histoires, les trios amoureux, là il n'y en a pas du tout, donc c'est bien, il a évité cet écueil. On s'attend pas du tout à cette histoire entre Liutgard et Roland, et je trouve que vraiment l'univers magique qu'il développe, il est hyper intéressant, et j'ai vraiment hâte, c'est qu'il écrive ou qu'il publie, si ce n'est fait, les autres tomes pour qu'on en sache plus. C'était vraiment hyper intéressant, sachant qu'il y aura 5 tomes en tout, puisque c'est Chronique des 5 trônes, et qu'on est dans le premier trône, qui est le trône d'hiver, me semble-t-il. Voilà, donc je vous recommande cette lecture fantasy fort intéressante. Alors, après la fantasy, j'ai lu, alors je suis retournée à nouveau dans le thriller, puisque je me suis fait Carnet noir de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Alors, il s'agit du 2e tome d'une trilogie, donc le premier tome c'est Monsieur Mercedes, le 3e c'est Fin de ronde, que j'ai dans ma palle, qui m'attend. Vous n'êtes pas obligé de lire le premier tome, mais c'est quand même mieux parce qu'il y a quand même pas mal de références au premier tome dans ce bouquin. Après, si vous lisez pas le premier tome, c'est pas très grave, vous comprendrez quand même. Donc, on va suivre en fait... je peux le dire ou pas? Ouais, je peux le lire parce que c'est dans la 4e de couverture. Donc on va suivre un type qui s'appelle Maurice Bellamy, on est dans les années 70. Il s'introduit en fait chez un vieil écrivain qui s'appelle John Rothstein, qui a écrit en fait une trilogie qui met en scène un personnage. Et en fait, Maurice Bellamy est dingue de cette trilogie.
Sauf qu'en fait, le vieil écrivain a arrêté d'écrire des romans sur ce personnage, en fait, qui faisait partie de sa trilogie. Et Maurice Bellamy est pas du tout content, parce que lui, c'est un gros fan de cette trilogie. Il aurait voulu que ça continue, parce qu'il trouve que ça se finit vraiment, que c'est nul, en fait, que la fin qu'a écrit le vieil homme est nulle, donc il voudrait une suite. Il n'est pas content. Donc foudrage, il se rend chez le vieil homme, il l'assassine, il pique le coffre-fort dans lequel il y a du fric et dans lequel il y a à peu près 150 carnets Moleskine. Alors les carnets Moleskine sont des petits carnets, comment vous dire, j'en ai pas là. Est-ce que j'en ai? Ouais, j'en ai un, je crois. Ça ressemble à ça. Voilà. On s'en est pas un, c'est un Kousmiti, mais ça ressemble. Donc c'est des petits carnets comme ça, c'est qui coûtent assez cher, avec un petit rabat, et il y a beaucoup d'écrivains qui s'en servent pour écrire à l'intérieur. Voilà. Et il en pique, il prend tout ce qui est dans le coffre-fort, il y en a à peu près 150. Ça c'est les années 70, et malheureusement Maurice Bellamy c'est un gros malade, parce qu'il a déjà fait, alors quand il était mineur il a déjà été incarcéré. C'est un gros taré quoi. Stephen King il a vraiment le shit pour nous peindre des gros tarés qu'on n'aimerait pas du tout croiser dans la vie de tous les jours, parce que vraiment ils font peur. Et malheureusement cet idiot il se fait choper, alors pas pour ce crime, il se fait choper pour autre chose, retour case prison, sauf qu'entre temps il a planqué les carnets, il a planqué le fric dans une malle. De nos jours, donc dans les années, je sais pas, c'est les années peut-être 2000, un peu plus tard que, je sais plus, c'est 2008, ouais parce qu'il y a eu la crise, on parle de la crise de 2008, donc c'est dans les années 2010, il y a un gamin qui s'appelle Pete, qui est au lycée, qui est vraiment un bon garçon, très gentil, hyper brillant à l'école, et en fait son père et sa mère ont de gros soucis financiers suite à la crise de 2008. Il sait pas quoi faire, ses parents font que de s'engueuler, et donc lui il se dit vraiment le problème entre mes parents c'est l'argent, parce qu'ils s'engueulent tout le temps au sujet du fric. Et en fait un jour il se promène et il tombe, alors je vous dis pas comment, mais il tombe sur la fameuse malle que Maurice Bellamy avait enterrée avec le fric et avec les carnets. Voilà. Super pour Pete qui va d'abord utiliser l'argent, le donner à ses parents, puisque c'est un bon garçon, et puis à un moment donné, il n'y a plus d'argent, parce que c'était pas non plus une somme extraordinaire, il reste les carnets. Et Pete se rend compte que ces carnets valent beaucoup de sous, et à partir de là, il va essayer de les vendre. Et vous vous doutez bien qu'à un moment donné, quand Maurice Bellamy est incarcéré, c'est dans les années 70, on est dans les années 2010, il sort de prison pour bonne conduite. À la sortie de prison, il est un peu vieux, il n'y a qu'une chose qu'il veut faire, c'est récupérer ses carnets et son fric pour pouvoir se refaire une vie. J'en dis pas plus, je pense que vous allez deviner aisément le point de rencontre entre ces deux personnages. C'était excellent, excellent, parce que Stephen King, il nous entraîne dans le milieu déjà, dans la folie du lecteur. Un lecteur fou, qu'est-ce que peut faire un lecteur fou vis-à-vis d'un écrivain qu'il aime à la folie, d'une trilogie qu'il aime à la folie, jusqu'où la lecture peut vous rendre complètement taré, parce qu'en fait c'est ce qui se passe pour Maurice, c'est ce qui se passe aussi un peu pour Pete, à quel point on peut tomber amoureux d'une œuvre littéraire. C'est toujours raconté avec brio, là-dedans il nous met bien sûr le personnage de Hodge, donc le détective Bill Hodge, ce qu'on retrouvait dans Monsieur Mercedes, qui va mener l'enquête. C'est brillant, j'ai rien à dire, ça fait 550 pages, on les voit pas passer, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous convaincre, c'est génial quoi. Je sais pas si en fait au final je crois que j'ai préféré Monsieur Mercedes à celui-ci, même si on m'a dit que c'était le meilleur, mais je crois que j'ai préféré Monsieur Mercedes au Carnet Noir, parce que je trouve que finalement ça arrive trop vite en fait. J'ai adoré la première partie, cette histoire de Carnet Noir avec Maurice Bellamy, cette folie cet amour envers les livres de John Rothstein, ça j'ai adoré. Après je trouve que finalement l'intrigue on la devine rapidement, on devine rapidement le point de chute et ça arrive trop vite. En fait j'en aurais bien voulu 200 pages de plus, ça m'aurait pas gêné, chose qu'il y avait dans Monsieur Mercedes qui était vraiment un très très gros bouquin. Donc finalement je trouve un peu court.
mais qu'est-ce que c'était bien, les personnages sont bien campés, l'intrigue elle est incroyable. Voilà, tout est parfait dans ce bouquin et je peux encore que vous le conseiller, donc allez-y, foncez. Je vous montre juste, avant de finir cette vidéo, qui aura duré un certain temps, ce que je suis en train de lire. Alors il s'agit de Mafioso de Ray Célestin, c'est au Cherche-Midi, voilà, donc j'ai lu quelques pages, donc je vous en parlerai dans le prochain bilan lecture. On est dans les années 50, alors on est en 1947 au départ, à New York, et on va côtoyer la mafia. Voilà, avec un meurtre qui s'est déroulé, il y a deux enquêteurs privés qui vont arriver, qui vont essayer de dénouer un peu les fils de l'histoire. Voilà, donc je vous en dis plus, pour l'instant j'aime assez, bon j'ai 50 pages hein, sur, pareil c'est une pavasse, il fait presque 600 pages. Donc on verra ce que ça donne, je vous en parlerai la prochaine fois dans mon bilan lecture, voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures, prenez soin de vous, n'hésitez pas toujours à commenter, à me laisser des petits pouces bleus et puis à me suivre sur Instagram où je suis assez présente, où je publie tous les jours, voilà, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour un nouveau bilan lecture. Il n'y aura pas de book haul forcément puisque j'ai rien reçu. Voilà, ou alors je vous ferai une autre petite vidéo, je sais pas, mais je crois que vous avez bien aimé les pépites de la fantasy, c'était ma dernière vidéo. Peut-être que je vous ferai les pépites de mes romans classiques, je verrai, je réfléchis selon l'inspiration. En tout cas, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!